Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. La 11e édition du Forum Aspen Europe Afrique de Paris s'est achevée hier. Vous le savez, le président Alassane Ouattara a pris part au forum. À la cérémonie de clôture, le chef de l'État a invité les entreprises européennes et les jeunes promoteurs européens à venir investir en Côte d'Ivoire. Il a également souhaité que l'Europe continue de croire en l'Afrique. Quelle est la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire? Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu un rapport hier et ce rapport fait l'état des lieux des conditions de vie des enfants en Côte d'Ivoire et fait des recommandations pour leur meilleure prise en charge. C'est une initiative du ministère du Plan et du Développement avec l'appui de l'UNICEF. Le reportage est de Michel Digré. Après plusieurs années de crise, les enfants sont confrontés à plusieurs maux qui constituent une entrave à leur développement et leur épanouissement, tant au niveau physique que moral. Le décor des conditions de vie de plusieurs millions d'enfants en Côte d'Ivoire est ainsi planté par la présidente du Parlement des enfants. Nous ne sommes pas à l'hémicycle, mais plutôt à la cérémonie de remise du rapport 2014 sur la situation de l'enfant en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici d'avoir des données sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour élaborer des mesures pertinentes qui s'attaquent à la situation de l'enfant en vue de l'améliorer, que ce soit au plan de la santé, au plan de l'accès à l'école, du point de vue même de la qualité de vie de l'enfant, les problèmes d'état civil. Le document révèle qu'en Côte d'Ivoire, un enfant sur 9 meurt avant l'âge de 5 ans. 30% des enfants souffrent de malnutrition chronique. Environ 3 millions ne sont pas déclarés à l'état civil. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement s'attelle à assurer une meilleure prise en charge des enfants dans le pays. Aussi, ces efforts ont eu des effets appréciables sur la situation des enfants et des femmes. Le gouvernement est conscient des nombreux défis qui restent à relever pour donner aux enfants et aux femmes leur pleine et entière dignité. Les recommandations du rapport seront prises en compte dans l'élaboration du prochain programme national de développement. Le chapitre santé de ce journal à présent. La maladie à virus Ebola a tué à ce jour plus de 6000 personnes selon les chiffres de l'OMS. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée par l'épidémie, mais le pays multiplie les actions pour éviter la maladie. Des actions soutenues par des partenaires, des bailleurs de fonds. La Banque mondiale vient de faire un don de 5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour lutter contre la fièvre hémorragique. Le reportage de Serge Coléa. Les actions de lutte et de sensibilisation pour barrer la route à la fièvre hémorragique à virus Ebola en Côte d'Ivoire s'intensifient. La Banque mondiale apporte son soutien avec un don de 5 milliards de francs CFA. Le protocole d'accord signé à cet effet entre l'UNICEF représentant la Banque mondiale et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida se traduit en appui en médicaments, véhicules, équipements de lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui quand même les moyens de pouvoir répondre très rapidement. Et dans cela que je voudrais vraiment vous remercier, vous et tous les autres partenaires, pour l'appui. Beaucoup est fait sur le terrain, mais c'est parce que justement vous avez décidé de nous accompagner que cela est ainsi. Nous pensons que même si l'épidémie semble être à la baisse dans certains des pays voisins sur Ebola, il ne faut pas baisser l'alerte, le niveau d'alerte en Côte d'Ivoire. Et il faut être vraiment très bien préparé pour prendre en charge les cas éventuels qui peuvent arriver. La fièvre hémorragique à virus Ebola continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Plus de 6000 décès selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas. Reportage signé Christelle Mda et Serge Coléa. Pendant que le monde entier se mobilise pour essayer de freiner l'avancée du virus Ebola, des jeunes en colère ont empêché jeudi la pose de la première pierre d'un centre de traitement d'Ebola dans la commune de Matoto à Conakry, la capitale guinéenne. Tout avait pourtant bien commencé.
Dans ce quartier de Conakry, les femmes avaient été invitées à applaudir la pose de la première pierre d'un centre de traitement Ebola, le deuxième dans la capitale guinéenne. Mais très vite, les choses tournent au vinaigre. Ce centre Ebola, les habitants du quartier n'en veulent pas et sont venus le crier. S'ils installent Ebola ici, ça va nous tuer, non? Abat Ebola! Abat Ebola! Nous demandons qu'on trouve un autre site. Mais Yimbaya n'est pas un centre propice. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de choisir un autre site, pas Yimbaya quand même. Une peur qui se double d'un conflit avec le syndicat des transports, car sur ce site, une gare routière devait voir le jour. Et les transporteurs espéraient que cette cérémonie, c'était pour le bâtiment promis, d'où leur colère. Il y a une mosquée, il y a une gare routière. Si maintenant, il faut encore mettre un centre de santé Ebola à Yimbaya, où tous les jours on peut recevoir 1000 et quelques jeunes toute la journée, donc c'est un grand problème. Côté autorité, on tente de calmer le jeu, comme du côté de Médecins sans frontières qui doit gérer ce nouveau centre de traitement. Aucun risque, dit l'ONG. Je viendrai me faire lapider par eux s'il y a une personne qui se fait contaminer dans cette population. C'est impossible. Nous garantissons à 100% la non-contamination. Il n'y a pas un virus qui sort du centre de traitement. Allez visiter le centre de traitement de Donka, vous vous rendrez compte que de l'intérieur, vous êtes probablement à l'endroit le plus sûr de la ville. 9 mois après le début de l'épidémie, Ebola continue à faire peur. Une peur que les campagnes de prévention parviennent tout juste à atténuer. À Abidjan, l'agence d'études et de promotion de l'emploi vient d'organiser une rencontre sur le travail décent. Il s'agit d'une rencontre qui a réuni des experts nationaux et internationaux dont l'objectif affiché est d'assurer un bon suivi et une bonne évolution des progrès accomplis. Concernant le travail décent, il s'agit également de renforcer les capacités des acteurs du système d'information sur le marché du travail. Les détails avec Grace Kando. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a placé la question de l'emploi au centre de ses priorités. Plusieurs séminaires et ateliers sont donc organisés sur le sujet. Des enquêtes d'envergure nationale sont faites en vue de saisir les profils du secteur de l'emploi. Pour ce faire, il faut connaître les indicateurs qui caractérisent le travail décent et leur évolution, d'où cet atelier de validation du profil pays du travail décent. On n'avait pas une bonne lecture de la situation du chômage en Côte d'Ivoire. On parle de chômeur sans véritablement savoir qui est chômeur, qui ne l'est pas, selon les normes internationales. Il fallait donc lancer cette enquête pour pouvoir, avec des indicateurs précis, des indicateurs reconnus et acceptés par donc les instances internationales, et regarder le marché du travail pour distinguer qui travaille et qui ne travaille pas. Et surtout pour ceux qui ne travaillent pas, quelles sont les actions qu'il faut mener pour leur permettre d'avoir du travail. Des enquêtes ont été réalisées en 2012, en 2013 aussi, et d'autres enquêtes vont être en cours. Mais je pense que les rapports au niveau du pays sont disponibles. Et je crois qu'il est important que la population soit informée et qu'il y ait une large diffusion effectivement de ces données qui sont produites et qui sont des données de qualité et qui permet aux différents utilisateurs de pouvoir les utiliser à des fins. Cet atelier dure 2 jours. À thème, il devrait permettre aux participants d'avoir entre autres une meilleure connaissance des statistiques du travail, se familiariser aux concepts et outils du travail décent. Jean-Louis Billon, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, était en visite jeudi sur le chantier du nouveau site devant accueillir les artisans ferrailleurs de la casse d'Adjamé. Ce site est situé dans la commune d'Abobo, à Ondo très précisément. Il est bâti sur une superficie de 16 hectares et devrait pouvoir accueillir plus de 3000 artisans ferrailleurs. Les précisions de Francis Boifo. Casse d'Adjamé. Ce sont des artisans inquiets que nous avons trouvés ce jeudi. Ils ont été sommés de déguerpir ce site pour faire place à la construction de la nouvelle gare routière. Destination, la nouvelle casse de Ndotré dans la commune d'Abobo. On a marchandises des gens ici. Si on veut quitter brusquement, vraiment, c'est pas bon. On aimerait que l'État nous aide pour nous donner au moins du transport pour qu'on puisse transporter les marchandises pour pouvoir partir. On n'a pas l'argent. Plus de 3000 box ont été recensés. Les ferrailleurs d'Adjamé s'interrogent sur le coût des magasins de la nouvelle casse de Ndotré. Ce que je demande à l'État,
Ils n'ont qu'à nous donner le magasin à un prix favorable pour ne pas qu'on va se retrouver demain dans la rue parce que si on ne pourrait pas payer les magasins, ça serait compliqué. Sur le nouveau site, les travaux avancent. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME s'y est rendu pour le constater. C'est une casse qui se veut moderne, en tout cas par rapport à celle sur laquelle ils sont installés qui est précaire. Ici, il y aura toutes les commodités pour accueillir la casse. Donc nous construisons des box qui sont plus grands que ceux qui les accueillent actuellement. Jean-Louis Billon s'est voulu rassurant sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser l'installation des artisans d'Adjamé à Abobo. On a déjà vu avec les différents présidents de la casse pour prévoir une enveloppe pour ce déménagement. Donc c'est effectivement prévu, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Nous allons déjà terminer les travaux, évaluer avant de fixer les loyers. Selon les prévisions, plus de 2000 magasins devraient être disponibles à compter du 15 décembre prochain pour accueillir la première vague d'artisans à la nouvelle casse d'Abobo Ndotré. Le ministre Jean-Louis Billon demande aux entrepreneurs d'accélérer les travaux pour rendre la nouvelle casse de Ndotré fonctionnelle dans 11 jours. Autre chose à présent, les lauréats classés 2e et 3e du prix d'excellence dans les catégories meilleur manager et meilleur communicateur ont été récompensés jeudi par Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. Les lauréats ont donc reçu des trophées, des tableaux d'honneur et bien sûr des enveloppes. C'est une reconnaissance de mérite qui fait suite, je le rappelle, à la cérémonie de récompense des 20 meilleurs agents du secteur de la communication tenue le 29 juillet dernier. Le reportage est de Gabriel Zani. Sissé Guiguiba, directeur général de la radio Al-Bayan, Sissé Lamine, directeur général de Nord-Sud du quotidien, Sissé Sindou et Jean-Roch Kwame, journaliste, ont reçu leur trophée et chèque ce jeudi 4 décembre des mains de la ministre de la Communication. Ils sont les 2e et 3e lauréats du concours interne de récompense des meilleurs agents du secteur de la communication dans les catégories meilleur manager et meilleur communicateur. Une récompense bienvenue. L'excellence est une quête permanente pour nous. Offrir le meilleur et toujours le meilleur pour le bonheur de nos auditeurs, de nos lecteurs et de nos populations. C'est avec fierté que nous avons reçu ce prix et nous promettons de toujours faire mieux chaque jour. Cette récompense fait suite à la cérémonie d'excellence organisée le 29 juillet dernier par le ministère de la Communication et où ont été distingués Alfred Damoussa, premier prix meilleur manager, et Yves Zobo Junior, premier prix meilleur communicateur. Pour la ministre, une récompense n'arrive jamais trop tard, elle arrive à point pour servir d'exemple aux autres. J'espère que ces prix qui vous sont remis aujourd'hui sont la preuve de votre abnégation au travail, sont également la preuve des sacrifices que vous avez fait, vous avez consenti pour être à ce niveau-là. Donc continuez, persévérez, donnez le meilleur de vous-même et entraînez la jeune génération. Et ça, je me tourne vers l'imam Sissé Djigiba pour le dire, entraînez la jeune génération à vous suivre, à suivre vos pas. Tous les prix attribués par le ministère de la Communication via le concours interne d'excellence ont été entérinés par le chef de l'État le 7 août dernier à la célébration de la fête de l'indépendance. 5 décembre 1964, 5 décembre 2014, Fraternité Matin a 50 ans. Le quotidien ivoirien célèbre depuis hier matin son jubilé et les festivités se poursuivent jusqu'au 9 décembre prochain. À l'affiche, un forum international de réflexion, une exposition et un concert. Christelle Menant, reportage. 9 décembre 1964, le premier numéro de Fraternité Matin paraît. 50 ans plus tard, le quotidien national célèbre l'âge d'or. Les festivités sont lancées depuis ce vendredi 5 décembre. Gratin médiatique, autorités politiques, artisans des premières heures, réunis pour commémorer le jubilé d'un parcours palpitant. Dans un univers médiatique régulièrement bouleversé par les avancées technologiques, c'est avec une fierté légitime qu'une entreprise de presse écrite fête ses 50 ans d'existence. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui fonde le quotidien 4 ans après l'indépendance ivoirienne. Depuis, Fraternité Matin perpétue son leadership. Malgré la concurrence liée à l'avènement du multipartisme, le quotidien tient bon la rampe.
Une constance à mettre au compte d'une réelle capacité d'adaptation et d'anticipation. Célébrer le cinquantenaire d'une institution aussi prestigieuse que Fraternité Matin nous offre, en plus de la force symbolique attachée à l'événement intimement lié au parcours de la Côte d'Ivoire, une belle opportunité de nous interroger sur certains aspects du nouveau Fraternité Matin à construire et sur le modèle économique qui doit en constituer l'un des socles majeurs. Une interrogation de l'heure, car commune à tous les grands médias d'État ivoiriens, Fraternité Matin, l'agence ivoirienne de presse, la radiodiffusion télévision ivoirienne, tous cinquantenaires cette année 2014, tous exposés aux mêmes défis. Un service public de qualité, responsable et rentable. Le gouvernement suit cela de près, veut une diversification des programmes de sorte que les populations soient satisfaites. L'État veille à ce que tous ces médias d'État soient à la hauteur de notre émergence pour 2020. 50 années d'expérience que le gouvernement entend mettre à profit pour demain, qui s'annonce déjà avec de nouveaux défis, notamment le numérique. Fraternité Matin a déjà pris le pas avec fratmat.info et entend continuer sa diversification. Des projets qui se préciseront lors des multiples activités prévues pour ce jubilé, instant de commémoration et de projection. Fin de ce journal, à demain, 6h30.